Bonjour et bienvenue à tous. Je suis dans les entrailles du Grand Théâtre de Dijon, ville d'art et d'histoire. Je vous invite à m'y rejoindre en suivant la visite. Je suis Laurent Cessin, animateur de l'architecture et du patrimoine. Tout le monde à Dijon connaît la colonnade qui se trouve derrière moi. Il s'agit de celle du Grand Théâtre, qui donne sur la place du même nom d'ailleurs. Mais souvent on connaît moins l'histoire, pour le moins rocambolesque, de sa construction. Dès la fin du XVIIIe siècle, à Dijon, il y a des volontés de construire une salle de spectacle moderne qui soit véritablement dédiée à cette fonction. Puisqu'avant, les troupes étaient accueillies de manière ponctuelle dans différents endroits de la ville. Et dans les années 1780, de premiers projets sont élaborés pour construire un nouveau théâtre. Les premiers sont situés autour de l'actuelle place de la Libération, qui est la place royale à l'époque. Mais la Révolution française va arrêter ses ambitions. Mais une fois ces aléas passés, eh bien, on reprend le projet dès 1803. Et en 1809, on retient un architecte dijonnais qui s'appelle Jacques Sellerier, qui propose les plans du théâtre tel que à peu près nous le connaissons aujourd'hui. On profite surtout à l'époque des destructions provoquées justement par la Révolution, et notamment la Sainte-Chapelle de Dijon, qui était associée au Palais des Ducs et des États de Bourgogne, qui se situait, eh bien, comme le nom de la place actuelle l'indique, sur la place de la Sainte-Chapelle qui est derrière moi. D'ailleurs, il y a une photographie extrêmement intéressante qui existe du théâtre déjà construit, avec des ruines de la Sainte-Chapelle qui sont visibles au second plan. Et donc on est à peu près dans un axe comme celui que vous avez aujourd'hui. Au niveau de la construction du bâtiment, eh bien, en 1809, le projet donc, de Jacques Sellerier est retenu et les travaux commencent l'année suivante. Mais en 1811, arrêt des travaux, problème financier. Les choses continuent, le Premier Empire tombe, le projet est à l'arrêt. On le reprend seulement en 1820, un nouvel architecte est retenu. Il veut supprimer la colonnade chère à la municipalité. Il démissionne à cause de ce désaccord. Et on recrute l'année suivante Simon Vallot qui va mener le chantier à bien pour une inauguration en novembre 1828. Derrière cette belle colonnade monumentale s'élève une belle façade néoclassique à 5 travées avec arc en plein cintre et un balcon à balustre filant entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Je suis très heureux maintenant de vous accompagner à l'intérieur de ce bâtiment. Lorsque l'on entre dans le vestibule du Grand Théâtre, l'ambiance est moins monumentale, plus intimiste évidemment. On accueille les spectateurs, mais on accueille les spectateurs dignement. On a des rappels de l'architecture extérieure avec ces colonnes qui parsèment le vestibule, qui sont évidemment un rappel aussi de l'architecture antique à travers l'histoire des théâtres. Et on a aussi des références un petit peu plus locales. En effet, si on observe les portes latérales et notamment leurs tympans, on voit d'un côté le blason de la ville de Dijon, et de l'autre, le blason de la famille Le Compasseur de Courtivron, qui était en fait le maire à l'époque de l'inauguration du théâtre et qui a soutenu, relancé le projet pour que celui-ci aboutisse. Si l'on observe le dessus de nos têtes, on voit un très beau lustre en cristal de Murano de 1900, qui comprend 860 éléments. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de notre visite. On va le retrouver notamment dans le foyer. On va y accéder dès à présent en empruntant ce bel et large escalier en maçonnerie. Le foyer se situe juste au-dessus de nous, en fait, au premier étage du bâtiment. Nous voici dans le foyer du Grand Théâtre. Donc cette pièce était à l'origine, et c'est une fonction que l'on retrouve toujours dans les salles de spectacle aujourd'hui, un espace où les spectateurs se retrouvaient avant, pendant ou après le spectacle pour échanger entre eux, pour retrouver parfois les artistes, mais aussi pour prendre une collation. Pourquoi le nom de foyer? Eh bien simplement parce qu'il s'agissait d'une salle chauffée. Et on retrouve d'ailleurs 2 foyers de part et d'autre de cette pièce, et c'est de là que vient le nom. La pièce dans laquelle nous nous trouvons est une pièce d'apparat véritablement. Sa décoration le rappelle très bien. Nous avons ces pilastres avec les chapiteaux corinthiens qui ornent la partie haute de la décoration. Tout cela est surmonté par une frise continue qui reprend les armes du maire Le Compasseur de Courtivron, que nous avons vu en bas, notamment les compas et également le créquier.
Et ce nom vient du picard et du normand créquier qui désigne un prunier sauvage. Également dans cette pièce, il y a les 3 lustres en cristal de Murano que nous avions déjà vus au rez-de-chaussée dans le vestibule, qui donnent évidemment un prestige tout particulier à cet espace. Nous allons maintenant aller dans la salle de spectacle, qui est évidemment au cœur du Grand Théâtre, le cœur du sujet de notre visite également aujourd'hui. Pour cela, je vous invite à me suivre, nous allons emprunter les portes du premier balcon. La salle du Grand Théâtre de Dijon est dite à l'italienne, c'est-à-dire qu'elle est semi-circulaire avec des spectateurs situés face à la scène. Elle est composée d'un parterre, de 3 balcons et de loges d'avant-scène avec notamment au même niveau que nous, sur la gauche une loge réservée au maire de Dijon avec les armes de la ville et face à lui la loge réservée au préfet avec les armes de la Bourgogne. Mais l'élément le plus remarquable de cette salle, eh bien, c'est son plafond circulaire peint. On a l'impression d'être sous un temple d'amour avec des angelots qui tiennent des médaillons avec des portraits de compositeurs, musiciens ou dramaturges. Et surtout, au centre de la composition, le plus grand lustre en cristal de Murano du Grand Théâtre, qui est composé de 2000 tubes en verre et qui pèse plus de 700 kg. Je propose désormais de nous rendre sur la scène du Grand Théâtre de Dijon pour, le temps de quelques minutes, nous mettre dans la peau d'artistes. Nous nous dirigeons donc vers la scène en empruntant ce couloir exigu et en franchissant la porte qui se situe à son extrémité, nous débouchons directement sur la scène par le côté jardin. Alors évidemment, lorsque l'on se trouve ici, le panorama est absolument inédit et on peut le dire, il est magnifique. Alors si la salle n'a pas trop changé, la scène en revanche a changé davantage. Alors sous mes pieds, derrière moi, se situe la fosse d'orchestre depuis l'origine. Elle est aujourd'hui recouverte, mais c'est tout l'intérêt justement d'une scène de théâtre, c'est d'être modulable pour s'adapter à l'ensemble des spectacles. Mais ce qui a beaucoup évolué ces dernières décennies, c'est les aspects techniques. Alors aujourd'hui, le grill qui est au-dessus de nous eh bien, gère tous ces aspects, que ce soit les décors, les rideaux, également l'éclairage. Et cela n'a pas toujours été le cas. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre espace insolite du jour qui se situe sous nos pieds. Le théâtre, c'est une question d'artiste, bien entendu, mais c'est aussi toute une équipe qui travaille avant et pendant le spectacle pour lui offrir toute sa magie. Le Grand Théâtre de Dijon a la chance d'avoir conservé sa machinerie d'origine, au milieu de laquelle nous nous trouvons, et les structures en bois qui nous entourent eh bien, permettaient d'accueillir les décors peints en tissu qui se posaient par devant et qui, grâce au montage sur rail, glissaient le long de la scène pour permettre des apparitions et disparitions. Alors, il faut imaginer un fourmillement de machinistes à cet emplacement pendant les spectacles. Et au-dessous de nous, il y a un autre niveau avec des ascenseurs qui permettaient de gérer les apparitions. C'est ici que se termine notre visite. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt.